réveiller encore un petit quart d'heure. Donc je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus bref possible. Juste un petit point d'organisation. On m'a chargé de vous dire qu'il y a des petits bulletins à remplir de satisfaction, un questionnaire, et donc de ne pas oublier de le remettre à vos sorties. Alors, oui, effectivement, tu m'as offert une belle transition, Alain, c'est à propos du tabac. Et pourquoi, donc se poser la question, d'abord, pourquoi les personnes qui souffrent d'un trouble mental fument-elles? Alors, d'emblée, vous allez juger que je suis très prétentieux pour poser ce type de questions, parce que vous attendez à ce que j'y réponde. Eh ben, je vais vous décevoir, non. En tout cas, j'y répondrai d'une manière très partielle, en donnant juste quelques éléments, des pistes de réflexion, mais c'est en fait l'essentiel de mon intervention ne reposera pas tellement sur les réponses à cette question, mais sur un ou deux messages que je tiens à faire passer qui me semblent extrêmement importants. Bon, le tabac, un titre du Monde qui date de 2014, voilà, des chiffres effrayants de mortalité, on parle beaucoup d'alcool, on parle de cannabis, et souvent on oublie cette drogue qui fait des dégâts extrêmement importants. Vous voyez le nombre de morts, 6 millions de morts. On s'attend à ce que ces chiffres augmentent encore pour les années à venir. Donc c'est de ce fait un véritable problème de santé publique. Et c'est surtout une cause évitable de décès. C'est ça qui est le plus important. Et à partir de là, donc, on peut imaginer toute la place essentielle que doivent occuper les stratégies de prévention et de sensibilisation. En tout cas, selon l'OMS, plus de 5 millions de morts, et d'ici 2030, il y en aura 8 millions de morts dus au tabac par an dans le monde. Et vous voyez le coût que cela représente en termes de dépenses, 96 milliards de dollars par an aux USA uniquement. Et probablement que ces chiffres ne cesseront d'augmenter. Alors en France, on a environ 16 millions de fumeurs. Vous voyez la proportion parmi les adultes entre 15 et 85 ans, donc près du tiers. Bon, ces chiffres, je crois, ont déjà été évoqués lors des interventions précédentes. Plus d'hommes que de femmes, quoique les tendances actuelles semblent aller vers une augmentation relativement sensible du tabagisme chez les femmes. 73 000 décès, et c'est des décès qui sont prématurés puisqu'ils surviennent entre justement 35 et 69 ans. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de vous faire toute la liste des conséquences du tabac, vous les connaissez tout aussi bien que moi, elles sont énormes, et c'est de ce fait un véritable problème. En France, alors effectivement, il y a eu une période de baisse du tabagisme qui a été assez intéressante, probablement liée à un certain nombre de mesures en matière de santé, les lois qui sont passées précédemment, mais il semble que ces derniers temps, cette baisse stagne et on peut se poser la question pour quelles raisons. En tout cas, les derniers chiffres de l'INPS, c'est qu'en 2014, près d'un individu sur 4, près de 4 individus sur 5, c'est-à-dire 80% parmi les 15-65 ans, déclarent avoir expérimenté le tabac. Alors hier, on a eu une discussion sur la manière d'évaluer l'addictologie. Est-ce qu'il fallait parler en termes de sévérité de l'addiction ou de quantité consommée du produit? Effectivement, quel est le critère le plus important? En tous les cas, là, quand on essaie de différencier entre ceux qui ont fumé une de cigarettes, ceux qui fument régulièrement, on voit bien qu'il existe une catégorie de fumeurs, à peu près 30%, qui continuent de fumer de manière régulière. On le voit d'ailleurs dans ce graphe, dans l'évolution du tabagisme entre 2000 et 2014, et on voit bien que cette proportion de fumeurs représente toujours à peu près 30% de fumeurs réguliers, et entre 2000 et 2014, cette proportion ne baisse pas. Et c'est ça, à mon avis, c'est ça le plus important, alors qu'on a des variations au niveau des gens qui fument de manière tout à fait occasionnelle, et peut-être qu'il y a aussi une baisse de la proportion des gens qui n'ont jamais fumé par rapport à 2000. Mais moi, ce qui me semble plus intéressant, c'est cette proportion de fumeurs, de près du tiers, dans la proportion ne faiblit. Alors quand on voit l'évolution, notamment chez les hommes, à travers les tranches d'âge, entre 2005 et 2014, on voit que les différences ne sont pas énormes. C'est pour ça que je parlais d'une stagnation relativement notable ces dernières années dans la consommation de tabac en France. C'est à peu près les mêmes évolutions que nous pouvons voir chez les femmes. Alors la nicotine, je n'ai pas insisté, mais contrairement à l'alcool et à d'autres produits, la nicotine a un effet extrêmement complexe puisqu'elle agit pratiquement
au niveau de tous les systèmes de neuromédiation, vous avez la dopamine, la noradrénaline, l'acétylcholine, etc. Et de ce fait, ces effets sont particulièrement complexes, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que la neurobiologie de la nicotine est quelque chose assez complexe. Les effets, vous les connaissez, en tout cas pour ceux qui ont fumé. C'est à travers justement ces différents les systèmes de neuromédiation qui sont concernés, c'est le plaisir, l'excitation, etc. Parfois même un effet procognitif, réduction de l'anxiété, de la tension, etc. Je n'insiste pas. Alors la dépendance à la nicotine, il faut savoir que la nicotine, quand on fume, pratiquement l'effet est immédiat. Bon, je ne reprends pas les schémas du circuit de la récompense, mais la consommation de nicotine induit une libération très rapide de dopamine et très rapidement le fumeur d'ailleurs en sent les effets. Et ça dès la première pratiquement bouffée, mais nous ne réagissons pas tous de la même manière face au tabac parce qu'il y a probablement nous avons un équipement enzymatique qui est différent, donc il y a certains facteurs enzymatiques qui sont liés à la génétique et on peut métaboliser le tabac de différentes manières. C'est pour ça que certaines personnes ont besoin de fumer énormément pour percevoir les mêmes effets. Alors, un élément quand même d'optimisme dans tout ce bilan, c'est que quand on arrête de fumer, ben voilà les résultats, vous voyez qu'à plus ou moins long terme, on arrive à pratiquement éliminer tous les facteurs de risque, que ce soit de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc., ce qui peut être un élément de motivation particulièrement important justement dans l'arrêt du tabac. Cela dit, le sevrage du tabac ne se passe pas sans conséquences et Alain Moral avait rappelé justement l'effet addictogène du tabac qui était parmi l'effet le plus important et on ne voit pas pourquoi le sevrage est particulièrement difficile avec toutes les conséquences au niveau de l'humeur, l'irritabilité, l'insomnie, l'augmentation du poids, de l'appétit, le craving, etc. Et de ce fait, quand on est sevré de tabac, il y a un pic de phénomène de sevrage qui va apparaître pratiquement dans les 24-48 heures pour ne disparaître que plusieurs semaines après. Un élément il me semble également important à noter et qui est souvent très peu évoqué, Alain en a parlé justement entre cannabis et tabac, c'est quand il y a des comorbidités addictives et le tabac est souvent associé à la consommation de produits, notamment de l'alcool. Et ce qui est important également de noter à ce niveau-là, c'est que la surmortalité qu'on peut observer chez les patients qui ont un problème d'alcool, bien sûr elle peut lier à l'alcool, mais elle est essentiellement liée au tabac, puisque vous savez que la mortalité est extrêmement élevée chez les alcooliques qui fument, et la moitié de la mortalité notée chez les alcooliques est due au tabac, beaucoup plus qu'à l'alcool, et ça me paraît également important à noter. Alors quand on voit par exemple le comparatif aux États-Unis des causes de décès, on voit bien que le tabac est responsable d'une proportion importante de décès, puisqu'il y a à peu près 450 000 décès par an qui sont liés au tabac aux États-Unis. Et vous voyez la proportion, justement, parmi ces décès, la proportion de malades qui ont également un problème de tabac. Alors, maintenant, quelle est la prévalence de la comorbidité tabac et troubles mentaux? Alors là, c'est des choses qui sont assez connues, c'est pour ça que je vais passer assez vite. C'est que, justement, il y a un lien extrêmement fort et que beaucoup de nos malades fument. Et ce qu'on peut noter, c'est que, justement, cette prévalence est multipliée par 2, voire par 4, par rapport à la population générale. Mais surtout que le tabagisme, très souvent, précède l'apparition de la plupart des affections psychiatriques, soit la schizophrénie, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux. Ça aussi, c'est quelque chose de... Donc ça posera la question un peu, on a parlé ce matin de la poule et de l'œuf, mais bon, en tout cas pour le tabac, on peut se poser la question, pourquoi justement le tabac précède l'apparition de ces troubles. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter, et également le fait de fumer à l'adolescence, très précocement, est relativement prédictif d'un certain nombre d'affections psychiatriques qui apparaîtront plus tard, vous voyez, comme les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, d'autres addictions, la schizophrénie, etc. Dans la proportion de tabac consommé par les malades, voilà un chiffre qui est assez important à relever, c'est qu'on considère aux États-Unis près de 46% des cigarettes vendues
sont consommés par des personnes qui ont une comorbidité psychiatrique. Et qu'en gros, les gens qui souffrent de troubles mentaux, que ce soit dépression, troubles anxieux, schizophrénie, fument pratiquement la moitié du tabac qui est vendu aux États-Unis, et ça c'est un chiffre considérable. Alors, toujours dans les données épidémiques, mais je vais passer très vite, je vous cite uniquement l'enquête NCS, qui date de 91-92, sur un échantillon représentatif échantillon de 4000 personnes représentatives de la population américaine, et on voit la répartition un peu de la prévalence du tabagisme selon les différentes catégories de diagnostic. Vous voyez que on voit là, par exemple, les comorbidités addictives sont importantes, puisque ceux qui ont une addiction représentent 68% de prévalence de tabagisme, le trouble bipolaire et la plupart des troubles mentaux, donc on retrouve des proportions importantes de consommation de tabac. Alors, en cas de comorbidité, quelles sont les conséquences? C'est qu'on observe, et tu l'as dit Alain, c'est qu'il y avait une initiation très précoce du tabagisme, justement en cas de comorbidité psychiatrique, c'est que cette consommation est plus importante que le reste de la population. Le fait que trouble mental et tabagisme cohabitent font que cette consommation de tabac est plus importante, que la dépendance de ce fait s'installe beaucoup plus vite et elle est plus importante, donc il y a plus grandes difficultés à être sevré, et bien entendu, on observe beaucoup plus de conséquences de comorbidité médicale, cognitive et l'autre. Alors, première constatation qu'on peut faire par rapport au message que je souhaiterais délivrer à travers mon intervention, c'est cet aspect-là. C'est que justement, il y a eu une baisse de la consommation de tabac aux États-Unis et qu'à un moment, les choses se sont mises à stagner, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire baisser encore plus cette consommation. Et une des explications qui a été donnée, c'est que justement, c'est parce qu'il y a la proportion de fumeurs chez lesquels on n'arrive pas à faire baisser la consommation de tabac, il s'agit probablement de ceux qui ont une comorbidité psychiatrique. Donc en gros, le tabac baisse un peu partout, dans toutes les catégories de population, sauf chez ceux qui ont une comorbidité psychiatrique. Et donc s'il y a vraiment des actions à mener, il faudrait peut-être s'intéresser à cette catégorie de la population. Alors je vous dis juste quelques exemples, je ne vais pas m'étaler dessus sur les comorbidités, troubles par catégorie diagnostique. Je citerai deux catégories essentiellement. La schizophrénie, tu l'as rappelé, de fortes proportions, puisque on considère que 70 à 80% de fumeurs, on les retrouve parmi ceux qui souffrent de ce trouble. Donc ils ont 5 fois plus de risques d'avoir une addiction au tabac par rapport au reste de la population. Et ce lien entre schizophrénie et tabac est confirmé pratiquement dans toutes les études, quelle que soit la partie du monde où ça a été fait, puisque dans cette méta-analyse qui a concerné 20 pays différents, on retrouve exactement le même lien entre tabac et schizophrénie, jusqu'à justement s'interroger sur la nature de ce lien et quels sont les facteurs qui l'établissent. Deuxième catégorie de diagnostic où le tabac est particulièrement fréquent, la consommation de tabac fréquente, c'est la dépression. Et là aussi, il y a une relation assez étroite entre troubles de l'humeur et dépression. Ce qu'on observe, c'est que justement, chez les ados qui fument, on retrouve des scores de dépression relativement élevés par rapport à ceux qui ne fument pas. Et que, également, le lien qu'on peut trouver entre tabac et dépression, c'est que souvent, on peut observer de véritables états dépressifs post-sevrage et que l'humeur dépressive avec tabac peut être associée justement avec un risque de rechute après sevrage. Alors, on s'est posé la question, pourquoi justement les personnes déprimées fument-elles? Et là, il y a quelques modèles. Le premier modèle, c'est peut-être dire qu'il y a une vulnérabilité commune sur le plan génétique, c'est-à-dire que les mêmes gènes peuvent s'exprimer différemment et par le trouble de l'humeur et par le tabac, mais cette piste semble assez fragile, très peu confirme en tout cas. Les quelques études qu'il y a, notamment chez les jumeaux, n'ont pas été répliquées, et il y a très peu de gens qui croient vraiment à une génétique, une vulnérabilité commune sur le plan génétique entre tabac et dépression. Mais on peut aussi penser que parmi les facteurs communs, il y a les facteurs environnementaux, le stress, les événements de vie négatifs, puisque les deux peuvent éventuellement, par le biais du stress, et la question qui a été posée ce matin sur le rôle de l'hypothalamus, on peut trouver là une piste d'explication, puisque souvent l'hypothalamus est impliqué dans l'axe du stress, et on sait combien la dépression est liée au stress, et là, à ce moment-là, l'hypothalamus peut trouver sa place dans ce type de modèle. L'autre piste qui a été évoquée, c'est l'automédication, c'est que le tabac est utilisé comme médicament, mais ça
C'est des types d'explications qu'on retrouve dans la plupart des addictions, le cannabis, l'alcool. Donc il n'y a rien de nouveau dans le ciel du tabac. Donc pour un peu résumer, pour vous dire combien je ne pourrais pas répondre à la question que je me suis posée moi-même, c'est-à-dire pourquoi les personnes atteintes de troubles mentaux fument-elles, on retrouve un peu le modèle qui a été très fréquemment cité, le modèle biopsychosocial, c'est qu'il y a un certain nombre d'interactions, différentes dimensions biologiques, sociales, psychologiques qui interfèrent, qu'on peut représenter par cette espèce de triangulation. On met le tabac, alors là c'est plus l'individu, le produit et l'environnement, c'est le produit qui est au milieu et autour duquel gravitent un certain nombre de dimensions. Par exemple, si on prend les dimensions biologiques, il y aurait une vulnérabilité génétique, de lutter contre un certain nombre d'éléments dépressifs, anédoniques, etc., la recherche du plaisir, mais il y a d'autres phénomènes comme les phénomènes psychobiologiques et systémiques. Alors là, il y a vraiment un point, moi, que je trouve qui est très fréquemment négligé, c'est les interactions entre le tabac et les psychotropes que nous donnons à nos patients, que nous prescrivons. Puisqu'il faut savoir qu'il y a des interactions au niveau pharmacocinétique qui sont très très importantes, puisque vous voyez que fumer, par exemple, diminue de 30% les concentrations sériques de clozapine et d'allopéridol, et d'ailleurs ces interactions se retrouvent pratiquement avec la plupart des psychotropes. Et ça, c'est un élément qui est souvent négligé, parce d'abord on évalue très peu la quantité de tabac qui sont consommés par nos malades. Ils fument, on sait qu'ils fument, mais bon, on n'a pas vraiment des idées précises sur la quantité fumée. Et puis souvent, quand ils arrêtent ou quand ils diminuent leur consommation de tabac, il ne faut pas oublier que là aussi, ça va interagir justement avec les concentrations sériques de psychotropes qui peuvent augmenter, et ils vont développer certainement beaucoup plus d'effets indésirables, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément, je pense, qui doit maintenant être intégré de manière systématique dans la pratique, notamment quand nous prescrivons des antipsychotiques ou d'autres psychotropes, c'est à chaque fois évaluer la consommation quotidienne de tabac pour pouvoir ajuster et adapter les posologies de médicaments. Et ça, je pense que c'est un élément qui est, en dépit de sa fréquence, est très peu pris en considération. Et j'arrive au message que je veux délivrer. Donc on a vu la proportion, la baisse de tabac semble stagner, et une des explications qui a été donnée, c'est justement le tabac baisse très peu chez nos malades, en psychiatrie en tous les cas, et qu'on peut se poser la question pour quelles raisons, justement, les campagnes de prévention, de sensibilisation n'atteignent pas nos patients. Probablement parce que les messages ne sont pas adaptés à ce type de population, en tous les cas, ne semblent pas être efficaces. Et quand on mène ce type d'action, il est très intéressant de voir que tous les messages qui sont délivrés contre le tabac et les messages contre la lutte contre le tabac s'adressent à une collectivité, à une société de manière générale, sans tenir compte de certaines spécificités, de certaines catégories sociales, et notamment de ces spécificités liées à nos malades. Et justement, quand on fait des approches comme ça de ce type de santé publique, il y a des approches individuelles, on s'intéresse à un individu particulièrement, pour essayer de prévenir en tous les cas, de l'emmener à arrêter sa consommation. Et puis, il y a les approches collectives. Et forcément, ces approches sont très différentes entre un individu et une collectivité. On ne gère pas le problème de la même manière, même si ces deux approches peuvent être complémentaires. Alors, parfois, on maîtrise, il y aurait plutôt une similitude entre les approches individuelles et les approches collectives. Je donne l'exemple, par exemple, du sida. On sait qu'un des axes de la prévention, c'est les rapports sexuels protégés. Donc c'est le même message qui est délivré à l'individu et qui est également délivré à la collectivité. Il faut avoir des rapports sexuels protégés. Voilà. Mais quand il s'agit de tabac, et quand on est face à un malade et qu'on essaie de l'aider dans sa démarche de sevrage, on n'aborde pas les choses de la même manière quand on s'adresse justement, quand on adresse des messages collectifs, et si on veut encore plus cibler une population. Donc ça, il faut à tout prix qu'on arrive à ajuster, adapter ces messages de prévention, et je crois que ce qui nous manque en France, c'est un peu ce type d'adaptation qui ne sont pas justement prises en considération.
Alors, pourquoi il faut s'adresser plus spécifiquement à ces populations psychiatriques? Là, il y a le pour, il y a le contre. Vous voyez que, parce qu'il y a une mortalité importante qui est liée au tabac, mais il faut savoir que cette mortalité est encore plus importante au sein des populations psychiatriques. Donc, il y a tout intérêt, justement, en raison du coût que cela peut avoir, et on sait que le décès chez nos malades est lié le plus souvent aux conséquences du tabac, maladies cardiovasculaires, cancer, mais ils décèdent encore plus prématurément que les autres, et donc font partie vraiment des décès évitables. Et en tout cas, les bénéfices sont surtout pour l'industrie et pas pour la société et la santé de la société. Donc on a tout intérêt justement à développer ces messages spécifiquement dirigés vers ces catégories de population qui restent encore très vulnérables par rapport justement à ce problème et pour lesquels on a beaucoup de mal à arriver à des résultats positifs. Donc, on s'est posé la question, pourquoi justement on arrive à très peu sensibilité de toucher ces populations. Alors ce n'est pas uniquement lié aux malades, mais c'est très souvent aussi en rapport avec l'attitude des soignants, qui considèrent souvent que nos malades n'ont pas besoin d'arrêter de fumer, qu'ils ont même besoin de fumer, que fumer fait partie pratiquement de leur pathologie, et que ça ne sert à rien parce qu'ils ne veulent pas arrêter de fumer. Et ça, c'est vraiment des préjugés, des tabous contre lesquels il faut à tout prix lutter, et dans le milieu psychiatrique, au sein même des soignants, puisque justement, on pense qu'il n'est pas tout à fait, il n'est pas utile, et que les malades ont besoin de fumer pour lutter contre leurs symptômes et la maladie. Et ça, c'est vraiment essentiel, d'autant que je vais terminer par un élément, enfin une espèce de prise de conscience qu'il nous faut faire, et de dire que, en fait, nos malades ont envie d'arrêter autant que les autres. Et quand on voit ces différentes enquêtes qui ont été faites, on voit la proportion des malades de psychiatrie, qu'on interroge, on leur pose la question, est-ce que vous avez envie d'arrêter? Et vous voyez que pratiquement, la plupart d'entre eux, la grande majorité, veulent arrêter, d'autres qui se disent, qui projettent leur arrêt dans les 6 mois à venir, et une proportion non négligeable souhaite arrêter même assez rapidement dans le mois qui vient. Donc vous voyez qu'à partir de là, c'est vraiment pour contredire un peu la façon que nous avons toujours eu de considérer le tabagisme de nos malades comme étant une nécessité pour eux et qui n'ont pas vraiment envie d'arrêter. Voilà des enquêtes faites à différents moments, différents endroits, et qui montrent bien que, comme tout le monde, nos malades ont envie d'arrêter de fumer. Je vous remercie.